Ok, donc comme je voulais un peu, j'ai un peu parlé en amphi, l'objectif de cette conférence est donc de vous présenter. On a tendance en fait à lire un certain nombre de sujets, de contenus qu'on absorbe au quotidien, que ce soit lecture, articles, vidéos, etc. Mais on n'a pas réellement de système, on n'a pas réellement de moyens de mettre en place en fait un système qui nous permet de retenir ça de manière pérenne et surtout de capitaliser sur ce qu'on apprend. Combien de fois on a déjà dû relire un bouquin parce qu'on l'avait déjà oublié, ou alors qu'on n'arrive pas à retenir ses principes clés par exemple. Donc je vous propose de commencer pendant une petite heure avec ça, passer de l'oubli à la maîtrise. Ça, dans un premier temps, c'est un tableau, donc c'est un tableau de Le Caravage, qui est un peintre italien. Il a peint ça à peu près dans les années 1400-1500. Et ce qui m'intéresse, bon, mis à part que le tableau est plutôt beau, ça s'appelle Corbeille de fruits d'ailleurs, c'est explicite. Ce qui m'intéresse sur ce tableau, c'est surtout ce qu'on voit en fait de gauche à droite. On a des fruits en fait, donc des feuilles qui sont plutôt bien, plutôt mûres au début, des fruits aussi qui sont un peu mûrs. Puis plus on avance du tableau, plus ça se casse un peu la gueule en fait. On a des fruits qui sont un peu périmés, on a des feuilles qui sont un petit peu en train de pétrir. Et ça en fait c'est un petit peu l'image de ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on a notre corbeille de fruits qui est en fait les contenus qu'on va manger, qu'on va avaler au quotidien, puis on va les empiler un par un. Mais on va pas forcément les réutiliser, les cuisiner tout de suite en fait. Puis du coup, on va les faire pourrir, les faire périr après, etc. Et on va pas capitaliser dessus, on va devoir reprendre de nouveaux fruits, réapprendre les mêmes connaissances. Et ça, vous l'avez compris, je ne veux pas ça pour vous aujourd'hui. Cette image de la corbeille, c'est un petit peu aussi comme cette image d'un panier de fruits assez classique, qu'on voit ici avec des pommes à l'intérieur. En fait, ce qu'on va absorber au quotidien, on va pas pouvoir le stocker de manière pérenne. C'est-à-dire que si par exemple je vous montre ce panier de pommes que vous voyez ici, si je vous demande de mettre une dizaine de pommes supplémentaires, vous allez me dire bon, Maxime, t'es gentil, mais là ça va pas être possible. Il va falloir trouver un autre panier, un autre système, un autre moyen en tout cas de stocker tout ça. C'est un peu l'image de ce qu'on apprend au quotidien en fait. Notre mémoire de travail, elle va pas avoir une mémoire illimitée. On va s'en servir pour retenir un numéro de téléphone, euh, pour des petites informations qu'on va avoir au quotidien, mais on va pas la retenir de manière pérenne en fait derrière. Il nous faut donc un second système derrière, quelque chose qui va en fait nous permettre de stocker ça de manière pérenne, de stocker nos pommes. On dit à peu près qu'on a à peu près 7 plus ou moins 2 objets qu'on peut retenir avec notre mémoire de travail. C'est d'ailleurs ce qu'a prouvé un ergonome avec le nombre magique de Miller justement, qu'on peut retenir 7 plus ou moins 2 items. C'est pour ça que sur les sites web notamment, vous n'allez pas voir en fait sur les différents menus plus de 7 items. Parce que vous allez voir, vous dites waouh, il y a trop d'efforts à faire, c'est compliqué. Donc en fait, vous allez avoir très peu d'éléments et donc il va falloir trouver un moyen en fait de le stocker. On va pas acheter, on n'a pas un fini panier, on n'a qu'un cerveau pour le coup. Mais du coup, ce qu'on va pouvoir créer, c'est donc se créer un second cerveau. C'est ça du coup ce que je vous propose de créer tout ça aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce qu'il vous parle vite? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Cet homme, c'est Morgan Spurlock. Donc vous connaissez peut-être pas de nom comme ça, mais en fait vous connaissez peut-être les films Super Size Me. C'est des films qui ont été faits dans les années 2000-2010, où en fait il incarne un Américain qui va en fait pendant toute une semaine décider de manger au fast-food matin, midi, soir. Donc de manger avec exclusivement ce qu'on va trouver à McDo, c'est-à-dire les sodas, les salades César, les burgers, euh, et en fait tout ce qu'on va trouver en fait là-bas en termes de junk food en fait au final. Donc pendant toute une semaine, il va manger là-bas, etc. Je vais pas spoiler le film non plus, mais on se doute que ça finit pas forcément très bien. Mais on remarque que plus justement on va ingérer justement cette junk food, toute cette nourriture, etc., à l'image de Morgan Spurlock, plus en fait on va voir lentement, mais sûrement, son état se dégrader en fait au fur et à mesure. Parce qu'en fait on est ce qu'on mange au final. Si on commence à manger au quotidien un certain nombre de burgers, de, tout ça, de fast food, de junk food, etc., on va voir lentement son corps décliner et on va pas avoir les meilleures capacités pour retenir les choses, pour même se mettre en action physique en fait au final. On va pas avoir cette acuité-là. C'est pour ça qu'on va généralement chercher à manger, une alimentation équilibrée, tout ça. Et c'est un peu à l'image de ce qu'on met aussi dans notre cerveau. Parce que si on avale un certain nombre d'objets, un certain nombre d'aliments en l'occurrence, qui ne sont pas bons pour notre santé, en tout cas, on va lentement voir sa capacité décliner. Alors que c'est la même chose que si on met dans notre cerveau, si on commence à consommer aussi un certain nombre de contenus qui ne nous convient pas, ou du moins qui n'est pas adapté par rapport à ce qu'on lit, par rapport à ce qu'on a envie de faire plus tard, en fait, on va se rendre compte que, eh bien, en fait, il faut quand même avoir un certain nombre euh, je dirais, en fait, chercher à avoir les bons aliments, chercher à avoir les bonnes ressources derrière pour justement capitaliser tout ça, etc., sur ce qu'on va apprendre.
D'ailleurs, on aurait pu penser que Morgan Spurlock aurait pu manger un certain nombre de salades et tout quand il était au fast-food et tout, mais en fait, petit fun fact, il y a plus de gras, plus de sel dans une salade César que dans un burger. Donc au final, les apparences peuvent être trompeuses, et c'est pareil avec la connaissance qu'on absorbe. On veut chercher des contenus et des connaissances qui soient vraiment fructifiantes, quelque chose qui va nous aider au quotidien. Un peu à l'image de cette journée, on va vraiment chercher des connaissances sur un sujet qu'on a envie, quelque chose qu'on a envie de mettre en place, et quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans l'action tout de suite. Pas en l'occurrence comme ça, qui va nous dégrader un petit peu nos capacités. Donc, comme vous l'avez compris, on devient en fait ce que l'on mange, donc en fait on devient aussi ce que l'on met aussi dans notre cerveau. Euh, c'est pour ça qu'on va généralement, là du coup j'ai mis en l'occurrence une image avec des fruits et des légumes, mais c'est ce qu'on va chercher en fait à faire. Au final, on va chercher à capitaliser sur des aliments pour notre cerveau qui sont bons pour nous et qui sont en fait bons pour notre santé, à l'image de ce que l'on mange en fait. Ça, c'était pour la première partie de la conférence. Je voulais insister un petit peu sur justement l'importance de tout ça pour en fait, savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre panier en fait. Parce qu'on a vu le panier avec les différentes pommes à l'intérieur. On ne veut pas mettre que des pommes. On va mettre différents types d'aliments. Et c'est ça aussi qu'on va chercher à faire pour notre second cerveau. On va chercher à mettre différents types d'aliments qui sont bons pour notre santé mentale. On va voir un petit peu maintenant comment est-ce que ça se passe de mettre en place tout ça. Parce que là on a parlé d'aliments, vous verrez plus tard on parle de digestion aussi, vous verrez, ça c'est cool. Lui, c'est quelqu'un, c'est un philosophe, enfin, c'est pas un chercheur grec, un mathématicien grec, qui a inventé un principe. À un moment donné, en fait, à l'époque, il s'est dit vers les années moins 600 à peu près, il y a en fait ce qui compose la matière autour de nous, ce qui compose autour de nous, en fait, il y a des petits bouts, des petits éléments de matière qui sont indicibles et qui composent tout ce qu'on respire, tout ce qu'on voit, tout ce tableau par exemple, etc. Tout en fait correspond à de la matière, un tout petit truc. Ce tout petit truc, vous l'avez dit, c'est l'atome. En fait, c'est lui qui a établi, qui a inventé, enfin qui est un peu précurseur dans ce domaine-là, qui a donc mis en place, qui a inventé le principe de l'atome, ce qui fait qu'il y a un tout petit élément de matière qui va constituer l'ensemble de ce que l'on regarde, enfin ce que l'on voit autour de nous, etc. Et si on absorbe des molécules, au final, dans les molécules, on va avoir des petits atomes. Et il y en a un certain nombre limité, mais on ne peut pas descendre plus bas que les atomes en l'occurrence. Et en fait, tout ça pour dire qu'on peut faire pareil en fait avec les connaissances. Parce que si on commence à prendre, par exemple, 100 bouquins sur l'agilité, ou 100 bouquins, c'est la journée aujourd'hui qui veut ça, mais si on prend 100 bouquins sur l'agilité, etc., on va commencer à retrouver, en fait, les différents principes. D'un bouquin à l'autre, on va peut-être un peu différer, mais si on commence à lire 100 bouquins sur le sujet, on va se rendre compte qu'il y a des éléments qui sont communs. On va se rendre compte qu'il y a des éléments qui euh, on va retrouver un peu la même chose. Si on prend par exemple une centaine de bouquins sur les neurosciences, on va retrouver plusieurs fois la notion de neurone, plusieurs fois la notion de synapse, etc., sur la mémoire et tout. On va retrouver toutes ces petites briques-là. Toutes ces petites briques, tous ces petits atomes, en fait, qui englobent toutes les connaissances qu'on va en fait pouvoir voir, etc. Parce que, en fait, si on y pense, un bouquin, un livre, en fait, au final, ou une vidéo, etc., c'est juste une suite de connaissances, donc d'atomes de connaissances, pour reprendre l'exemple, qui sont en fait empilés, ou du moins liés les uns aux autres, qui constituent comme ça ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, etc., etc. Donc ça c'est important de garder en tête, je reviens juste après dessus, il n'y a pas de souci. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait ça correspond à un principe clé. Cette image, c'est donc c'est le lac d'Emeraude au Canada. Je reviendrai juste avant. Mais déjà l'image est belle, on peut dire qu'elle est plutôt sympa. Mais ce qui va pas m'intéresser, enfin le lac est beau, etc. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est le lac en hiver. Le lac en hiver, le lac des Monts au Canada, en hiver à peu près de novembre jusqu'à mars à peu près, le lac en fait va geler. Les températures sont si négatives en fait pendant cette période que le lac va geler, on va pouvoir marcher dessus, hein, comme cet homme qui marche dessus, et on va pouvoir comme ça laisser différentes traces de pas sur le lac en l'occurrence. Bon, ça fait des belles randonnées déjà, mais c'est aussi comme ça que fonctionne notre cerveau en fait. Pas sur le fait qu'il gèle, etc., mais sur le fait qu'en fait, on va créer comme ça différentes traces de pas. Je m'explique. En fait, quand si par exemple on pose une question par rapport à, si par exemple, comme on disait tout à l'heure en amphi, on vous parle à l'agilité, à quoi vous pensez, en fait vous allez chercher, à partir de la conception que vous avez de l'agilité ou d'un concept, etc., vous allez penser à un autre concept à peu près, qui vous est lié. Par exemple Scrum, par exemple des techniques, des frameworks, etc. Vous allez en fait penser à ça et vous allez dérouler un certain nombre de choses. Quand on va chercher à apprendre quelque chose, en fait, c'est comme ça qu'on va retrouver les différentes informations.
C'est-à-dire qu'on va tisser des liens, en fait, entre les différentes connaissances qu'on va absorber dans notre cerveau. Je vous ai parlé d'atomes avant. En fait, quand on lit un bouquin, il y a différents en fait, types, il y a différents atomes qui se suivent, différentes connaissances qui se mettent en place, etc. Et en fait, elles sont liées entre elles. Et c'est pour ça que quand on va être amené à penser à un concept, on va être également amené à penser à un autre concept, puis à un autre concept. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que quand vous pensez à quelque chose, vous allez forcément faire un lien avec autre chose. Et en fait, plus ce lien va être fort, en fait, plus vous allez marcher dans la neige entre la connaissance A et la connaissance B, plus vous allez faire ce petit chemin dans la neige, plus vous allez le renforcer. Si on marche une fois vers une connaissance, qu'on apprend par exemple juste dans le cas qu'on a une évaluation, par exemple pour mon cas en tant qu'étudiant, on apprend un truc et puis en fait on va les précédents jours qui composent en fait l'évaluation, on va marcher beaucoup vers cette connaissance. On va y aller, on va la réviser, on va la revoir, on va refaire les exercices, etc. etc. Et 3-4 jours après, on va littéralement ne plus marcher vers cette connaissance, on va littéralement tout oublier. Parce qu'en fait, il y a de la neige qui va se remettre petit à petit sur ce chemin-là, et on va pas capitaliser dessus. On va littéralement l'oublier, et on va plus jamais s'en servir, ou alors il y a quelques petites notions qui vont revenir, quelques petites traces de pas qui vont rester, mais rien de bien concluant. Donc plus en fait on va passer par des... Plus on va répéter les mêmes choses. Je dis pas qu'il faut répéter tout ce qu'on sait depuis le plus jeune âge, hein, mais si on répète un certain nombre de choses, les chemins entre les différentes connaissances, on va se rendre compte qu'on va créer des traces de pas, puis plusieurs personnes vont marcher, puis on va créer des vrais sillons en fait après. Et à l'image des routes où il y a vraiment les véhicules qui passent et il n'y a plus de neige à ce niveau-là, en fait le chemin il est linéaire. Ça c'est notre domaine d'expertise en fait au final. C'est ce qu'on répète le plus au quotidien, c'est votre métier, ça sera le mien peut-être dans quelques années aussi, mais c'est ce que vous faites en fait au quotidien. Vous répétez les mêmes connaissances, donc vous les connaissez bien, vous les maîtrisez, etc. etc. Donc en fait si on revient au niveau des atomes, juste avant, on a les différents atomes dans notre cerveau, et enfin dans notre second cerveau, je vous montrerai après, et on fait des liens entre les deux. On renforce différents liens. Et plus en fait, par exemple pour l'agilité, il y a des choses qui font penser à plein de trucs, ça fait un truc un peu en étoile, plus en fait on va marcher vers cette connaissance, et plus la définition qu'on va avoir d'agilité va être grande, va être puissante, va être large aussi, et nous permettra de comprendre un certain nombre de choses. C'est le cas, hein, quand on lit un bouquin, pas mal de liens sont faits, on parle d'un truc, d'un autre truc, etc. Ce qui va changer d'un bouquin à l'autre, en fait, c'est les différents liens qui vont être faits entre les connaissances. Il y en a qui va plutôt aborder une vidéo avec tel spectre, l'autre avec tel spectre, tel point de vue, etc. etc. Quelqu'un qui a très bien fait ça, c'est Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, à part le fait qu'il ait joué un rôle crucial dans tout ce qui est la théorie des systèmes sociaux, des réseaux sociaux, etc., il a surtout, pendant ses 70 années de vie, écrit 70 bouquins et plus de 400 articles scientifiques. Donc on va pas dire qu'il a commencé dès le plus jeune âge, mais s'il a commencé vers la quinzaine, la vingtaine, ça fait quand même plus d'un livre par an, et je ne sais combien d'articles scientifiques il a pu écrire par an. Alors comment il faisait ça? En fait, Niklas Luhmann, il a appliqué tout ce qu'on vient de voir avant. Il a lu pas mal de bouquins, il a lu alors les conférences à l'époque, il n'y avait peut-être pas les vidéos, mais les conférences, les séminaires, il assistait à plein de trucs comme ça, il prenait des notes, hein, comme on fait d'habitude, hein, comme on fait quand on écoute une conférence, quand on écoute un livre, etc., quand on lit un livre. Et il a noté tout ça, il a fait les trucs. Et il a identifié, parmi ces différentes fiches, les différents atomes qui composaient en fait ce qu'il venait de lire, ce qu'il venait de voir, ce qu'il venait d'entendre, ce qu'il venait d'écouter, etc. Et il identifiait comme ça les trucs, et il les mettait là-dessus, etc. Comme ça, il a pu en fait déterminer les différentes briques qui composaient les différentes connaissances qu'il arrivait. Ce qui fait que quand il arrivait dans un second séminaire, quand il arrivait à lire un autre bouquin, il était du coup amené en fait à retrouver les mêmes principes. Et du coup, comme ça, il capitalisait. Il montait comme ça en compétences, parce qu'il n'était pas en train de relire un livre from scratch du début en fait. Comme ça, il montait en compétences, parce qu'il avait identifié les principes clés qui régissaient en l'occurrence les systèmes sociaux pour lui, et comme ça, il augmentait sa compétence, son expertise sur le sujet. Alors, si on veut voir comment ça se passe à ce niveau-là, en fait, c'est comme ça qu'il faisait. On va simplement pour l'instant se concentrer sur les bouts de cartes. Donc, ce qu'il faisait, lui, c'est que du coup, il prenait des notes, hein, comme vous et moi, hein, sur une feuille et tout, puis après, il identifiait les bouts de connaissances. On parlait d'atomes tout à l'heure, les atomes, c'est les différentes idées que vous voyez là, c'est les petits bouts. Ces différentes idées, il va les écrire lui-même, avec ses propres mots, et il a identifié, par exemple, si on prend l'exemple des neurones, enfin, son livre sur les neurones, sur la neuroscience, etc., il va identifier le principe de neurone, il note. Il va identifier un autre principe, etc., etc. Il va identifier comme ça des principes clés qui vont régir, en fait, le domaine qu'il est en train d'étudier. Ce qui fait que comme ça, il va identifier plusieurs idées de A, B, C. Enfin, en l'occurrence, c'est pour l'exemple, mais il va identifier comme ça plusieurs connaissances, plusieurs atomes.
Et puis, il va marcher dans la neige, comme la personne qui était sur le lac d'Émeraude tout à l'heure, et il va en fait faire du lien entre les différentes notes. Tiens, par exemple, j'ai vu le neurone pendant mes lectures sur les neurosciences. Tiens, ça me fait penser à la mémoire, ça me fait penser au synapse, ça me fait penser à ça. J'ai vu l'agilité, ça me fait penser à Scrum, ça me fait penser à l'introversion, ça me fait penser, etc., etc. Et donc comme ça, piouf, on fait des liens, comme ça, entre les différentes notes. Je vous rassure, on va voir comment est-ce qu'on met ça en place avec un logiciel, quelque chose de dématérialisé. Lui, Niklas Luhmann, il faisait ça du coup à la main. Il avait du coup plus de 90 000 notes à la fin de sa vie. Je vous laisse imaginer la tête de l'appartement quand on rentre chez lui. Et comme ça, il organisait, il avait ses petites cartes, donc il mettait des petites références comme ça et tout, et il disait comme ça, tiens, ça c'est pour ma lecture, ça c'est pour machin, et comme ça dans son appartement, 90 000 notes qu'il avait écrites à la main comme ça. Sacrée mémoire quand même pour retenir tout ça, mais nous on va pouvoir voir comment on va faire tout ça avec des logiciels, je vous montrerai ça après. Et donc après, voilà, chacun fait un petit peu à sa sauce, mais ce qu'on va chercher à faire, c'est surtout identifier les principes clés des différents livres, des différents podcasts qu'on écoute, etc., les séparer et essayer de faire du lien entre eux. Parce que si on fait du lien entre eux, on améliore notre compréhension. On crée des sillons qui sont de plus en plus forts, parce qu'on crée plusieurs liens, etc., entre les connaissances, et comme ça, on améliore, jour après jour, au fur et à mesure de ce qu'on lit, notre expertise sur un sujet, notre expertise sur un domaine, ou sur une évaluation, etc., des choses qu'on a à apprendre, ou une présentation qu'on a à faire en entreprise, etc., etc. Donc après, on peut aller encore plus loin, on peut mettre des différents petits tags, par exemple, là c'est mes lectures dans le cas de la rédaction d'un livre, donc ces notes-là, je vais les étiqueter, je vais dire, tiens, ça va me servir quand je vais relire un livre, quand je vais écrire mon livre. Donc en fait, quand on va retrouver après dans le logiciel, on va avoir, ah oui, ça me fait penser quand je vais lire mon livre. Et donc tous les liens qu'on va avoir vers ces connaissances-là, ils me serviront à faire ci, à faire ça, etc. Chacun fait un petit peu à sa sauce à ce niveau-là, mais l'essentiel, vous l'avez compris, c'est donc de distinguer les différents atomes de connaissances. Et c'est là où on va parler de digestion, justement. Lui, c'est Alain Passard. Alain Passard, c'est un chef cuisinier français qui met l'accent vraiment sur la digestibilité de ses plats. C'est-à-dire qu'en fait, il veut pas qu'en fait ses plats soient un peu comme chez mamie, où en fait on est resservi de manière permanente jusqu'à temps qu'on n'en puisse plus, et que c'est qu'après, du coup l'après-midi, on a le ventre qui n'est pas, et voilà, on n'a pas la meilleure acuité visuelle du monde, et du coup on est totalement KO. Lui, ce qu'il fait, c'est que même en fait, quand ses clients arrivent au restaurant, il leur demande combien de temps vous avez. Combien de temps vous avez devant vous pour manger mon plat, etc. Et en fonction de ça, il va sélectionner différentes cartes sur son différentes cartes différentes. Il va leur dire, ok, vous avez 2 heures, ok, on peut tester ça pour vous. Vous avez 1 heure, ouais non, peut-être plutôt ça, etc. Et il va comme ça focus sur la digestibilité de ses plats pour en fait que les clients ne repartent pas avec l'estomac lourd et qu'ils puissent quand même profiter d'un très bon plat gastronomique, puisque c'est un chef gastronomique. Pourquoi je parle de digestion, digestibilité? Parce qu'en fait, si on a tendance à prendre des notes sur un bouquin, au début, on va faire comme tout le monde, hein, je fais pareil, hein, je prends des notes sur une grande feuille, sur plusieurs feuilles, recto, verso, etc. Et ce qui fait qu'après, en tout cas avant cette conférence et avant de mettre en place le système, je les stockais dans mon tiroir et je ne les rouvrais plus du tout pendant à vie en fait. Et je voulais trouver un moyen vraiment de capitaliser dessus, et c'est ce que j'ai fait du coup. Et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui. Mais pourquoi la digestibilité du plat? Parce qu'en fait, si on revient les petites notes et tout, on va chercher des atomes de connaissances. On va pas chercher à stocker des grosses molécules ou alors des grosses tables entières avec pas mal de molécules. Non. Ça, c'est un contenu qui est déjà travaillé, qui est brut, etc., qui est pas brut. On va pas chercher à mettre dans nos notes de notre second cerveau tout le livre qu'on vient d'avoir, toute la présentation qu'on vient de voir, toute la conférence qu'on vient de voir, etc. On va chercher du coup à faire ce travail, comme l'a fait Niklas avant lui, de identifier différents atomes de connaissances pour que chaque note, quand on la lit, déjà qu'on la rédige avec nos propres mots pour améliorer la compréhension, on va chercher justement à pas qu'une note fasse 100 lignes, quoi. On veut qu'une note soit simple, courte, qu'on puisse la comprendre maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 5 ans, dans 10 ans, et qu'on puisse se dire, ok, ça c'était ce concept-là, ah oui, je me souviens, c'est lié à ça, 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 ou c'est marqué, en tout cas, ça sera marqué sur vos notes, et après, comme ça, vous dire, ok, c'est digeste, si j'ai besoin de telle note, après, construire des contenus avec plusieurs atomes, plusieurs notes, mais en tout cas, ça sera digeste et on ne mettra pas tous les contenus, etc. En fait, la digestion, c'est ça aussi. C'est quand on mange, on fait cet effort de digestion qui consiste en fait à transformer l'aliment qu'on vient de manger en différents nutriments, des sucres, etc. En fait, on va chercher à du coup transformer l'aliment pour qu'il nous serve, pour qu'il nous donne de la force, de l'énergie, de la masse musculaire, etc., etc. C'est pareil avec les connaissances. On ne veut pas prendre un bouquin qu'on a vu et le coller directement dans notre cerveau. C'est une des pires manières de le retenir parce que du coup on va savoir recracher parfaitement le bouquin, mais on ne va pas avoir compris l'essence même du bouquin et les différents atomes qui vont le composer, pour revenir encore une fois aux atomes de connaissance.
Donc on va faire cet effort de digestion. On a notre contenu, on l'a écrit à la main, maintenant on va faire cet effort de le rédiger avec nos propres mots, de comprendre vraiment ce qu'il en est, et de voir qu'en fait, sur un élément, il nous manque peut-être tels éléments, et c'est ça en fait qu'on va chercher à creuser pour donc améliorer notre expertise derrière. Ça me fait penser à un petit jeu, ça vous le connaissez sûrement, les Lego, vous y avez sûrement joué dans votre enfance, en tout cas moi c'était mon cas. En fait ça me fait penser à tout ça en fait au final. On va chercher, si on achète par exemple une maison de pompier en Lego, en fait la maison de pompier, on va pouvoir la déconstruire petit à petit, on va pouvoir transformer, prendre des éléments de la maison de pompier, les murs, le camion, les petits personnages, les armes, les petites barrières, l'antenne peut-être, etc. Et on va pouvoir recréer par exemple soit une caserne de police, soit un hôtel, soit une maison, tout ce que votre imagination vous permet de créer. En tout cas, avec les briques que vous aurez déconstruites. Donc en fait, les contenus, c'est ça, que ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on mange, en fait, au final, intellectuellement, c'est tous ces contenus qu'on va pouvoir donc déconstruire. Déconstruire la petite maison en Lego, déconstruire les différentes briques. Dans notre second cerveau, on va avoir plein de briques comme ça. Des briques là, en l'occurrence 2x2, enfin 2x2, 2x6, etc., 2x3. On va avoir toutes ces petites briques-là, et on va pouvoir construire, justement. On a compris tous ces principes-là, on a identifié tous les atomes qui nous permettent de construire les différents contenus. On va maintenant pouvoir être en mesure de construire une autre caserne de pompiers, un hôtel, une maison d'hôtes, etc. On va être en mesure de construire notre connaissance, et donc d'associer des idées qui, ce qu'on avait lu ou ce qu'on avait vu, n'étaient pas forcément liées entre elles, mais vu que maintenant on a les différentes briques à notre disposition, on peut créer des liens. Et on peut comme ça encore enrichir notre expertise derrière, et enrichir tout ce qu'on apprend, ce qu'on lit, etc. En tout cas, moi, ça me faisait penser au Lego, je trouve que cette image est assez sympa pour en parler. Donc là, on a vu déjà, c'est important justement de sélectionner ce qu'on va lire. Sélectionner les différents éléments qu'on met dans notre cerveau, qu'on met dans notre ventre, pour reprendre l'image. Maintenant, on a vu comment est-ce qu'on va chercher à identifier les bons éléments dans ces connaissances, et comment est-ce qu'on va mettre en place, en l'occurrence ici, on va voir le système juste après, mais comment est-ce qu'on met en place tout ça, et comment est-ce qu'on décompose tout ça, pour augmenter derrière notre expertise. Maintenant, je vous propose, dernière partie de conférence, de mettre en place le système, vraiment. Je voulais quand même finir sur une partie pratique, parce que là c'est un peu théorique tout ça, mais comment est-ce qu'on met en place vraiment tout ça? Ça donc, c'est une œuvre artistique de Jean Tinguely, qui est un Suisse, qui est un plasticien suisse, et en fait il a créé une vingtaine d'œuvres comme ceci-là qui s'appellent les métamatiques. Les métamatiques, c'est quoi? C'est l'idée en fait de prendre différents éléments, un cintre, une tige en métal, un crayon, une feuille, un trépied, une antenne, etc., d'assembler tout ça, de manière, avec un moteur aussi, de manière à ce que ce soit l'œuvre elle-même qui crée l'œuvre elle-même. C'est un peu Inception, le truc, mais c'est l'idée justement de créer en fait, avec un moteur, etc., de permettre à l'œuvre de créer quelque chose, une œuvre d'art toute seule. Et en fait, c'est ça notre système en fait. On a les briques pour créer des choses, on a les briques de connaissances, on absorbe différents contenus, etc. On a toutes ces briques-là. Et on va pouvoir monter différentes briques pour créer de nouvelles briques. Bon, j'ai répété beaucoup de fois le mot brique, ça. Mais on va pouvoir mettre en place, avec nos différents éléments, une nouvelle œuvre, des nouveaux liens, créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça, en fait, la vraie nécessité de créer ce système-là. Puisque derrière, on va pouvoir, justement, avec tout ce qu'on aura appris, tout ce qu'on aura accumulé comme connaissances, etc., en fait, créer de nouvelles idées, associer de nouveaux trucs et faire avancer notre expertise, la connaissance sur un domaine, si on fait de la recherche, par exemple, etc. Et comme ça, on associe différentes idées et on progresse. Les meilleurs systèmes, en tout cas moi c'est mon cas, c'est ceux qui demandent le moins de friction possible. Quand je rentre le soir, j'ai le choix parfois entre travailler mes cours ou aller justement m'asseoir pour jouer un bon jeu vidéo. Il y en a un qui est sélectionné plus fréquemment que l'autre. Là en l'occurrence les jeux vidéo. Et en fait pourquoi au final? Parce qu'en fait les jeux vidéo c'est ce qui nous demande le moins de friction pour s'y mettre. On se voit très bien en fait déjà en rentrant, quand je rentre en train, je me vois très bien déjà allumer le PC, lancer, etc., lancer les différents jeux. En fait, le cerveau fonctionne comme ça aussi. C'est pas le fait de manger un bout de chocolat qui nous rend heureux, c'est le fait d'anticiper que je vais manger un bout de chocolat. C'est pas le fait de jouer en ligne qui me fait plaisir, même si ça fait partie quand même, mais c'est surtout le fait d'anticiper que je vais jouer avec mes potes, que je vais gagner, que je vais m'amuser, etc. Et c'est pour ça que ça me donne envie de lancer le jeu. C'est ça qui me donne envie de m'y mettre. C'est en fait qu'on va retrouver avec le système. Il ne faut pas qu'on ait un système de prise de notes où on prend une note là, on l'envoie sur le cloud, après elle est réceptionnée sur mon iPad et après je l'envoie avec une clé USB. Non, on va jamais s'y mettre. Alors on va faire comme moi il y a 3 ans, on va prendre des notes, on va les remettre dans le placard et on va plus jamais y retoucher. Non, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un système qui nous donne envie de nous y mettre.
C'est un système qui nous permet, à long terme, avec des résultats, déjà un peu la carotte, qui nous donne en fait de nous y mettre, de y aller avec plaisir et de créer des choses justement avec plaisir. Déjà dans un premier temps de stocker tout ce qu'on sait, de voir en fait des véritables condensés de connaissances qui vont être présents dans notre système, et ça doit nous donner, enfin, on doit en tout cas créer son système. Je forme pas, j'ai le mien que je vais vous montrer après, mais chacun trouve sa recette, trouve sa méthode pour qu'il ait envie de lire, pour qu'il ait envie de le faire, etc. Un peu comme l'envie d'aller voir un bon jeu vidéo ou d'aller voir un bon film. J'ai pris mon exemple en l'occurrence ici, mais c'est ça en fait qu'on veut. On veut avoir envie d'y aller, on veut avoir envie de s'y mettre. Et pour continuer sur le jeu vidéo, je vais vous présenter mon héroïne pour le coup. C'est Daphné Bavelier. Pourquoi c'est mon héroïne? Parce qu'elle a prouvé en fait que les jeux vidéo, déjà, il y a beaucoup des... À l'époque, on a beaucoup parlé de... c'est une neuroscientifique. On va commencer comme ça déjà. C'est une neuroscientifique qui a étudié pendant pas mal d'années et qui a fait son cœur de vie autour des neurosciences et des sciences cognitives appliquées aux jeux vidéo. Et pourquoi c'est mon héroïne? Parce qu'en fait, elle a prouvé, en allant au labo, comme elle dit dans sa conférence, que en fait, les jeux vidéo, non, ils ne niquent pas notre attention, ils nous permettent au contraire d'améliorer notre attention. Oui, les joueurs de jeux vidéo sont plus réactifs. Ouais, les joueurs de jeux vidéo sont, je dirais pas meilleurs, parce que là, du coup, je vais mettre beaucoup de monde à dos, mais en tout cas, elle a prouvé un certain nombre de choses à ce sujet, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Mais notamment, mis à part ce fait-là, elle a notamment expliqué un principe du brocoli et du chocolat. Pourquoi brocoli chocolat? En fait, c'est un peu comme le jeu vidéo. En fait. Si je mets un bout de brocoli sur la table et je mets un carré de chocolat, on va générer beaucoup plus d'envie à aller croquer dans le carré de chocolat, sauf si on est allergique, s'il est aux amandes par exemple. Voilà. Mais on va avoir beaucoup plus d'envie en fait d'aller vers ce morceau de chocolat parce qu'on sait le plaisir qu'il va nous apporter. Alors que le brocoli, pourtant, on n'a pas forcément envie d'y toucher, ou les épinards, hein, si je reprends l'exemple. Mais elle a pris ça avec l'exemple du brocoli et du chocolat. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, dans le brocoli, il y a des éléments qui sont intéressants. Si on revient aux connaissances qu'on a vues avant, le plateau de fruits et légumes, là, en fait, les légumes et les fruits ont beaucoup de choses intéressantes à nous apporter au niveau des nutriments, etc. Mais le fait que ça soit présenté comme ça, des fois, ça ne nous donne pas forcément appétit. Alors que pourtant, dans le brocoli, il y a des éléments qui sont vraiment vitaux pour notre santé. Et c'est ce qu'elle propose de faire justement, c'est de créer, en l'occurrence, donc elle parle de jeux vidéo plutôt elle, mais moi j'ai envie d'étendre ça au système, puisqu'en fait elle propose de prendre les éléments qui nous intéressent dans le brocoli, qui sont vraiment essentiels pour nous, pour notre compréhension, pour notre santé, etc. Et de mettre un peu de chocolat dessus, pour qu'en fait on ait envie d'y aller. Parce qu'en fait au final quand on mange un cookie par exemple, ce qui nous nourrit dans le cookie c'est la pâte en fait, c'est les œufs qui sont mélangés à la farine, etc. Ça c'est ce qui nous nourrit vraiment. Bon, il y a du sucre certes, ça nous nourrit vraiment. Et qu'est-ce qui va donner envie de manger le cookie? En fait, c'est les différentes pépites de chocolat qui sont dessus. C'est ça qui va nous donner envie de croquer dedans et de nous y mettre. Et pour notre système, c'est ça qu'on veut en fait. C'est avoir les différents éléments du brocoli qui font que ce système fonctionne et qui font que ce système soit positif pour nous. Mais aussi, on veut un petit peu de chocolat parce qu'on veut quand même que ça nous fasse plaisir et on veut quand même prendre un certain nombre de plaisir à mettre ses connaissances, ses identifier, etc., etc. Un peu pratique à présent. Parlons un peu pratique. Moi, ce que j'utilise comme logiciel donc pour mettre ce système, tout ça en place, c'est Obsidian. Obsidian, c'est quoi? C'est un logiciel gratuit, open source. Non, pas open source, il est juste gratuit. C'est un logiciel gratuit et pourquoi je l'aime bien? Alors, je suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, mais je l'aime bien parce que, donc déjà, gratuit certes, tout ce que vous téléchargez en fait, tout ce que vous écrivez dedans, ça fonctionne comme un dossier en fait. C'est un dossier sur votre PC en local et vous écrivez plusieurs notes en fait dedans à l'intérieur. C'est du format Markdown, c'est un format texte un peu plus élaboré. Ça vous permet de faire des hiérarchies de titres, mettre des liens, les mettre correctement, écrire du code aussi, ça peut servir aux développeurs, écrire des formules mathématiques, etc. C'est un format texte amélioré. Donc ça c'est pratique, c'est gratuit, ça nous permet donc de créer nos différentes notes et surtout de faire du lien entre ces notes. On va créer différents fichiers, donc dans ce coffre-fort-là, dans ce dossier, en fait, qui est plus ou moins un dossier, et en fait, on va pouvoir écrire dans nos notes les différents liens à notre note. Et on va voir, après, je vous montrerai à la vue graphique, qu'en fait, ça fait des liens entre les différentes connaissances. C'est intéressant aussi parce que c'est pas stocké en ligne, c'est-à-dire que c'est un dossier en local sur votre PC. Moi, je suis un peu sensibilisé à la protection des données, j'ai pas forcément envie que tout soit hébergé sur un serveur local, etc., enfin, distant, et de pas avoir la main dessus. Donc c'est un dossier local, à vous à prendre. Obsidian nous propose des options payantes pour vous permettre de le synchroniser entre tous vos appareils, téléphones, tablettes, etc., etc. Moi, ce que j'utilise, en tout cas, c'est un système avec Google Drive où je mets ça dessus et je peux faire la synchronisation entre mes différents appareils. Mais j'aime bien cet aspect où c'est moi, en fait, qui gère mes données. Et donc, je vous parlais de vue graphique. Qu'est-ce que ça donne au final une vue graphique? Ça donne ça.
Ça, c'est mon second cerveau, donc, qui a été pris en photo, donc, je dis ça comme si c'était une découverte, vraiment, bon, qui a été pris en photo, donc j'ai fait un screenshot de ça en mi-janvier, là, à peu près, il y a 2 semaines, à peu près. Et donc, en fait, on voit, ça c'est ce qu'Obsidian propose, hein, c'est inclus dans le logiciel. Là, on voit 3350 notes, donc 3350 atomes de connaissances qui sont écrits. Chaque petite bulle, c'est une note. Chaque petite bulle, c'est un atome. Chaque petite bulle, c'est une connaissance qui a été réduite du coup à un stade de compréhension maximale et qui a été, on peut pas la réduire plus que ça pour comprendre son principe. Je vous parlais qu'Obsidian fait les liens. On voit, il y a pas mal de, là autour on les voit pas, mais là on voit les différents types de, on voit les différents liens qui sont là. Plus une bulle est grosse, plus il y a de liens vers cette bulle. Donc typiquement en vert c'est mes bouquins, voilà, en vert c'est les bouquins et donc autour vous voyez les différentes connexions qui sont là, etc. On pourra parler, si ça vous intéresse, dans les questions plus tard, comment j'ai mis des couleurs. Ça, c'est un détail. Mais en tout cas, ça permet de voir cette vue graphique-là, et ça permet de, si on prend par exemple, donc là c'est tout le second cerveau, mais si on prend l'échelle d'une connaissance, on peut voir en fait un graphe local, et on peut voir à quoi elle est connectée. Donc on peut voir avec une vue comme ça, se balader en fait de connexion en connexion, d'atome en atome, et de créer des véritables molécules comme ça de connaissances et tout. Comment est-ce que moi maintenant, je mets en place tout ça? Comment est-ce que j'écris tout ça, etc. Donc ça fait 3 ans hein, que je fais ça. J'ai commencé en février-mars 2021, puis on est déjà en 2024, donc ça passe vite. Mais j'ai mis tout ça en place à ce moment-là. Ça ressemblait pas du tout à ça au début. Hein. J'ai itéré pas mal de fois avant d'essayer de comprendre comment est-ce que quelque chose pouvait me correspondre. Et je vous invite aussi après à trouver le truc qui vous correspond. Mais comment je fonctionne? Déjà, j'écris tout mon contenu sur papier, avant. Sur papier, je prends des notes comme tout le monde, hein, j'écris sur papier. Et après, j'essaie de faire comme Niklas Luhmann, j'identifie les atomes. J'identifie les différents morceaux de connaissances qui me serviront, en fait. Donc là, j'ai écouté une conférence avant une masterclass avant de venir sur comment faire une bonne conférence, justement. Et donc, j'ai pris des notes sur papier, j'ai écrit tout ça, j'ai dessiné, j'ai gribouillé, etc. Comme une prise de notes classique, hein, comme on a tous fait. Sauf qu'après, je fais l'étape supplémentaire, comme Niklas Luhmann, j'identifie les atomes, j'identifie les bouts de connaissances. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai écrit, c'est par exemple, en conférence, il recommandait un peu d'humour, pas forcément des blagues racistes non plus, des conférences, un plat, etc. Comment est-ce qu'on favorise la mémorisation, etc. J'ai identifié tout ça. J'ai marqué à côté à quoi ça me faisait penser, ce qu'il avait dit comme info, etc. À quoi ça me faisait penser derrière. Peut-être d'autres liens que j'ai écrits dans mon second cerveau et qui, en fait, me font penser à ça. Ah oui, j'ai vu ça dans un bouquin, je le retrouve et je mets le lien. Et comme ça, j'identifie les différents atomes, j'identifie les différents éléments qui composent les contenus que je lis. Bon, là, en l'occurrence, c'était pour une conférence, pour une masterclass. Et à partir de là, je les rédige. Et à la fin, bon, je vous rassure, à la fin, j'ai quelque chose d'un petit peu plus rangé, où j'ai à peu près trié comme ça. Mais après, c'est des liens qui se font avec tout le second cerveau entier, en fait, au final. Donc là, en l'occurrence, j'ai bien détaillé par les différentes étapes par lesquelles l'orateur est passé, etc. Mais j'écris tout ça, je les rédige à la main, etc. Ça me prend entre 3 et 5 minutes par note. Mais pour citer quelqu'un qui a mis en place justement ce second cerveau bien avant moi, c'est Elliot Meunier. Et lui, il dit, prendre des notes, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre du temps. En fait, c'est typiquement le principe du second cerveau. Si on ne prend pas de notes et si on ne se concentre pas vraiment sur les contenus qu'on lit, on finira plus tard par les oublier. Donc oui, on va gagner du temps à un instant T, mais on va en perdre en fait à T+1, 2 mois, etc. Parce qu'on va devoir relire un bouquin, parce qu'on va devoir relire une revue, retrouver cet article qu'on avait lu, etc., etc. Et à quoi ça ressemble une note? Donc là, c'est une note liée à mes cours du X, parce que j'ai lu en fait un certain nombre de trucs aussi en dehors de mes cours du X, et c'est le principe d'influence. Si on se concentre juste sur le principe, c'est l'idée en fait qu'un objet, il va stimuler en fait, stipuler les différentes actions. Si on voit une poignée de porte par exemple, on va savoir qu'elle va s'ouvrir peut-être en baissant la poignée, peut-être en poussant pour les sorties de secours, peut-être en tirant comme la porte d'entrée de l'intime, etc., etc. J'écris donc du coup ces notes. C'est un livre que j'ai lu. Donc j'ai lu L'ergonomie web et UX design d'Amélie Boucher. J'ai lu ce livre-là pendant ma scolarité. Et donc j'ai pris des notes sur papier. J'ai écrit les différents concepts à la suite, comme je vous ai montré avant. Et j'écris après note par note les choses. Donc je mets la source, je mets l'autrice, je mets la date, etc. Et je le lis en fait aux différents livres que j'ai vus là. Je le rédige avec mes propres mots. Digestibilité, encore une fois, hein, on ne va pas chercher à mettre tout le bouquin ou tout ce qu'il y a dit sur le principe, parce qu'on peut en rédiger des pages du principe d'information. On peut donner pas mal d'exemples, on peut donner, je sais pas, on peut faire 3-4 pages, voire même un rapport sur le sujet. Et c'est pas le but, c'est de condenser justement, c'est d'aller à l'essentiel, à l'atome de connaissance à ce niveau. Donc après, c'est ma manière de faire les choses, chacun fait sa manière. Je rédige
comment est-ce que je mets ça en place, comment est-ce que je réduis ça à un niveau de connaissance. Une petite référence, c'est généralement une phrase qui vient de moi ou une phrase qui vient du bouquin pour dire c'est comme ça que ça marche. Et après, je mets différents liens, ce à quoi ça me fait penser. Par exemple, après, elle expliquait plus tard comment est-ce qu'on améliore son affordance sur le web. Parce que l'affordance, c'est pas que, en fait, sur le web, c'est aussi, on parlait des poignées de porte, c'est aussi dans la connaissance, aussi, essayer de mettre en place différents éléments des poignées pour rendre les choses accessibles, etc., etc. Donc voilà, en fait, comment je fais tout ça, comment est-ce que je mets tout ça en place avec Obsidian. Et au final, tout ça, en fait, tout ce qu'on vient de voir, réussir à pour choisir les bons contenus, sélectionner ce qu'on a envie de, ce qui correspond à nous, à notre expertise, tout ça, sélectionner aussi les différents atomes qui composent en fait les différents contenus qu'on lit, ce qu'on absorbe, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, ce qu'on écoute. Faire cet effort-là justement d'identifier les différentes notes. Je ne demande pas de faire un système giga complexe, mais juste peut-être de mettre un ou deux leviers en place que vous avez appris peut-être aujourd'hui. Et justement comme ça de se construire, un peu comme les Lego, un amas de briques en fait, que vous allez pouvoir réutiliser peut-être pour faire des présentations dans le cadre de votre entreprise, faire des présentations, moi dans le cas d'étudiant par exemple, ça peut servir à la recherche, ça peut servir à plein d'autres trucs, plein d'autres domaines où j'ai même pas encore, je prends pas le risque à tout citer. C'est ce qui m'a aussi notamment permis de créer cette conférence, puisque j'ai aligné en fait différents éléments d'atomes, et puis j'ai essayé de les organiser de manière concrète et pertinente, et cohérente surtout, autour de tout ça. Et donc voilà ce que je vous invite à faire, c'est on a différents atomes, maintenant on a différentes briques, et avec ces briques-là on peut créer de véritables œuvres d'art, comme voilà je compte ici. Et en fait on arrive à passer d'un stade où on oublie ce qu'on lit, on oublie les différentes informations, à un stade où on va pouvoir capitaliser dessus, et donc on va pouvoir passer de l'oubli à la maîtrise. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que ça vous a plu? Merci. Vous avez à la fin, ça vous a vous avez la feedback door à la fin, vous pouvez mettre des gommettes sur ce que vous avez appris et le plaisir que vous avez pris. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette conférence. C'est vraiment, ça marque un cap chez moi. En vraiment il y a 3 ans, même il y a 5 ans, j'étais dans cette salle même en train de passer mon entretien pour accéder à l'ENSIM justement. J'avais 2 profs en face de moi, j'étais stressé, livide, timide aussi. Je suis rentré dans la voiture après, j'ai dit à ma mère, c'est mort en fait, je pense pas l'avoir du tout là, j'étais pas bien, j'ai dit des conneries et tout. Et en fait, ça fait 5 ans maintenant déjà, et je suis très content. Ça marque vraiment un cap pour moi, fin de mes études aussi, parce que dans un mois c'est fini. Et ça marque vraiment un cap pour moi aujourd'hui, et ça me fait vraiment très plaisir. Donc, merci beaucoup.